La prise d'otages, une caractéristique des États voyous. La négation de la dignité de l'humanité et de ses droits fondamentaux. De la Russie de M. Vladimir Poutine 500 fois en minuscule, au Mali du sieur Assimi Koufa Goïta, du maître à l'élève, le price de l'indignité et de la lâcheté comme maxime suprême de l'État. La prise d'otages d'État, loin d'illustrer leur force, témoigne au contraire de la lâcheté des régimes qui y ont recours. Elle en dit plus sur eux, en réalité, que le plus terrible des réquisitoires. À propos de la prise en otage de la basketteuse américaine Brittney Griner par le régime russe de Vladimir Poutine. Cette pratique indigne est la caractéristique des États totalitaires et des dictatures militaro-civiles. Cette indignité est partagée par les États et les partis étrangers qui se font les complices des États preneurs d'otages, tels par exemple en Côte d'Ivoire l'indignité antipatriotique d'un certain nombre d'acteurs et de partis politiques de l'opposition ivoirienne qui tentent de tirer en Côte d'Ivoire les dividendes politiques de l'odieuse prise d'otages perpétrée par la junte djihadiste d'Assimi Koufa à la tête du Mali. Faut-il s'étonner de la complicité de ces acteurs et partis politiques ivoiriens dans l'indignité absolue et la lâcheté de la prise d'otages d'État? Le modèle politique et ses acteurs de ces partis n'est pas la démocratie dont la valeur suprême est le respect de la dignité de l'humanité et de ses droits fondamentaux. Comme en atteste historiquement leur gouvernance respective, à la direction de l'État ivoirien entre 1995 et le 11 mars 2011, leur modèle politique est l'autocratie et la dictature, dont la maxime suprême est la négation de la dignité de l'humanité et de ses droits fondamentaux les plus élémentaires. Mesdames et messieurs, je vous dis merci. Dans le commentaire que je ferai, c'est d'abord sur le communiqué de la honte produit par la junte de djihadistes à la tête du Mali hier 15 septembre 2022. Et là, ça s'appelle le communiqué de la honte et le communiqué même de l'indignité. Et comme eux-mêmes ils savent le dire, j'ai demandé, comme on appelle la malédiction en Bambara, on m'a dit Dangadin. Et donc, c'est leur communiqué Dangadin numéro 38 d'hier. Et je leur ai demandé, mais quelles sont les caractéristiques d'un Dangadin? Et voilà ce qu'ils m'ont dit. Malankolon dɔw yɛrɛ tun bɛ bɔ don o don ka mɔgɔw kulokɔrɔla tɔɔrɔ ka kɔgɔji bɔ Laginɛ ka tɛmɛ Kangaba fɛ ka taa fɔ Bamakɔ. I bɛ dangaden taamasiyɛn dɔ ni fɛn saba ye. Ni dangaden donna ko ko la a t'a laban, n'a ko bɛ ɲa a ko ɲatɔ a bɛ bɔ a la, wa n'a donna ko ko la n'o ye koba ye o bɛ kɛ kolankolon ye. A sabanan dangaden tɛ fosi kɛ ni mɔgɔ bɛ wasa sɔrɔ a la. Fɔlima y'a kɛ a papiye b'an bolo a musaka dɔɔnin don ka Kanga batoni bɔ Laginɛ a ka tɛmɛ Kangaba fɛ yan Kangaba ka k'u ta dɔrɔn a ka taa fɔ Bamakɔ. Tankolon malankolon dɔw yɛrɛ tun bɛ bɔ don o don ka mɔgɔw kulokɔrɔla tɔɔrɔ ka kɔgɔji bɔ Laginɛ ka tɛmɛ Kangaba fɛ ka taa fɔ Bamakɔ. O caman de bɛ an ka jamana in kɔnɔ ka mɔgɔw kulokɔrɔla tɔɔrɔ ka kɔgɔji bɔ Laginɛ ka tɛmɛ Kangaba fɛ ka taa fɔ Bamakɔ. Maintenant, ce que tu dis là, c'est que tu comprends. Et donc, mesdames et messieurs, c'est de cette même manière que cette junte malienne produit des communiqués d'engadin jusqu'au point d'en arriver à 38 communiqués entre le 11 juillet 2022 et le 15 septembre 2022. Là où l'État responsable, démocratique et respecté et respectable de Alassane Ouattara n'en a produit que 2, à savoir le 12 juillet 2022 et avant-hier le 14 septembre 2022. Et chers tous,
vous aurez remarqué que le communiqué lu par le gros ruminant en treillis, se faisant passer pour le porte-parole ou je ne sais qui dans leur gouvernement de djihadistes, était bel et bien marqué communiqué numéro 38. Mes chers tous, le mensonge c'est comme du beurre. Moins vous en avez et plus vous avez intérêt à l'étaler. Et de cette même manière, plus l'on manque d'arguments, plus l'on parle avec pour intention que nous allons essayer de convaincre, mais désespérément. Et ça saute à l'œil et c'est ce que tout le monde voit. Là où on voit la sérénité du gouvernement ivoirien, avec un langage responsable et un langage posé, le gouvernement ivoirien n'a fait que 2 communiqués. Le 12 juillet, un communiqué du CNS et le 14 septembre, un autre communiqué du CNS. Mais là, le gouvernement des djihadistes, le proto-État malien basé sur le djihadisme d'Assimi Goïta, est depuis le 15 septembre 2022 à son 38e communiqué. Parce qu'ils sont en manque d'arguments, mais ça prouve aussi qu'ils ont une peur aujourd'hui qui les caractérise. Mais plus loin, ce communiqué, quand vous voyez ce gros mouton en treillis en train de répéter les mêmes mots et se redire plusieurs fois, quand tu lis une lecture, tu n'as pas besoin de relire 2 fois. Si tu es sûr de ce que tu dis, tu lis comme de la manière fidèle Sarasoro a lu. Il est venu la donner un message propre. Mais en insistant, vous ne pouvez pas convaincre le monde de ce qui n'est pas la vérité. Donc même si tu lis 1000 fois là, ça ne veut rien dire. Tout le monde a compris que dans le communiqué que vous aviez produit hier, vous êtes hier 15 septembre 2022 bien sûr, le régime, le proto-État malien basé sur le djihadisme est complètement déconnecté de la réalité. Vous êtes déconnecté de la réalité parce que avant vous, les putschistes, vous ne savez pas que c'est depuis 2019 que la loi sur les NSE existait. Ça, vous êtes déconnecté du passé. Vous êtes déconnecté de la réalité parce que vous voulez faire du marchandage. Dans votre avant-dernier communiqué, vous vous êtes piégé. Vous avez montré votre vraie nature. Et c'est ça qui a permis au gouvernement ivoirien de montrer que vous êtes des preneurs d'otages. Et qu'il n'y a aucune différence entre vous et Amadou Koufa. Il n'y a aucune différence entre vous et Agali. Il n'y a aucune différence entre vous et Ben Laden. Il n'y a aucune différence entre vous et le Mollah Oumar. Parce que vous utilisez les mêmes méthodes. Et donc, vous êtes déconnecté de la réalité mondiale parce que vous pensez que en agissant ainsi, c'est pourquoi vous avez demandé de ne pas aller à la CEDEAO, que vous voulez négocier de façon bipartite entre vous et la Côte d'Ivoire. Mais c'est ce qu'on vous a dit. La Côte d'Ivoire, si elle doit faire un choix de se mettre à dos la communauté mondiale, elle fera plutôt le choix de se mettre le Mali à dos, qui est un État sahélien, un État pauvre et un État qui est classé parmi les plus misérables sur la terre, plutôt que de se mettre à dos le droit international. Et donc, c'est ce qui me permet de vous dire que la Côte d'Ivoire a su bien mener son jeu jusqu'à ce que le monde entier découvre que vous êtes des preneurs d'otages qui veulent faire du marchandage. Et on ne va pas vous suivre dans ça, dans votre déconnexion de la réalité. Et troisième chose, vous ne savez même pas ce qu'on appelle la réelle politique. La réelle politique, c'est la saine appréciation des enjeux du moment, mais aussi des réalités à venir. Et vous ne connaissez même pas la réelle politique quand vous bandez les muscles pour dire que vous vous opposez à la CEDEAO. Mais c'est quelqu'un qui est fort qui peut s'opposer. Mais si le Mali est trop fort là, pourquoi le 1er septembre 2022, quand l'ONU a réactivé sa présence au Mali, vos représentants étaient là-bas, pourquoi ils n'ont pas dit qu'ils sont trop forts, qu'ils ne veulent pas? Pourquoi vous êtes forts? Les dossiers que vous avez déposés contre la France n'ont pas abouti. Pourquoi vous êtes forts? Depuis août 2020, vous n'avez même pas pu prendre un territoire djihadiste. Parce que de là où je vous parle, hier j'ai dit ici que avant ou peut-être dans la période jusqu'au 22, il risque d'avoir des attentats à Bamako. Mais venez me dire que depuis hier soir, il n'y a pas de mouvement de djihadistes qui quittent la Libye, qui quittent l'Algérie et qui quittent le Nigeria pour venir dans le nord du Mali.
les groupes djihadistes sont en train de prendre des renforts sur des bases tribales pour rentrer massivement au Mali. Vous pensez que c'est seulement au nord qu'ils veulent s'arrêter? Et donc, ça prouve que vous ne maîtrisez même pas la réelle politique interne du Mali. Et donc, on peut vous excuser du fait que vous ne sachiez pas. Et chers tous, et chers Maliens, c'est ce qu'on vous a toujours dit. Quand vous prenez des gens au rabais, des individus complètement aux antipodes de connaissances humaines, voilà ce que ça produit. Ils produisent des communiqués avec des fautes élémentaires du cours moyen deuxième année. Ils produisent des communiqués qui n'ont aucun sens. Et eux-mêmes ils n'ont tellement pas confiance qu'ils répètent 5 fois, 3 fois leurs propres mots. Mais on ne convainc pas quelqu'un avec la force. On ne convainc pas quelqu'un avec la force. Quand tu convaincs quelqu'un avec la force, tu veux le vaincre. Non. Quand tu sais ce que tu fais là, tu dis ça une seule fois et puis tu t'arrêtes. Comme ce que le gouvernement de la Côte d'Ivoire a fait. Et vous ne maîtrisez pas la réelle politique internationale parce que la réalité que vit le Mali aujourd'hui, le djihadisme là, tant que vous n'allez pas apprécier les vraies sources, les vraies causes, pour essayer de comprendre qu'il faut l'aide internationale avec des dirigeants sérieux pour mettre fin à la saignée au Mali, malheureusement c'est le peuple malien qui va souffrir davantage. Et donc on va toujours continuer pour dire que à travers votre sortie d'hier, ça nous faisait rire parce qu'on a vu ça comme un communiqué venu carrément d'un régime bouffon qui est venu encore étaler toute son inculture et toute sa stupidité à la face du monde. Parce qu'en réalité, la stratégie gagnante d'Alassane Ouattara, il vous a poussé dans vos retranchements et il a montré en réalité qui vous êtes et de quoi vous êtes capable dans le mal. Et ça fait de vous aujourd'hui un État paria sur la scène internationale. Ça fait de vous aujourd'hui des interlocuteurs non respectés avec qui ce n'est pas la CEDEAO qui va discuter avec vous. C'est la CEDEAO qui va vous imposer ce qu'elle va faire. Lorsqu'ils avaient pris les premières sanctions, est-ce qu'ils ont discuté avec vous? Donc quand vous dites dans votre communiqué que vous allez vous opposer, d'abord dans les règles de la CEDEAO, tant qu'il n'y a pas de trucs, ils ne vont pas. Même Damiba, il ne peut pas assister aux réunions. Donc ne mentez pas aux Maliens. Vous ne pouvez même pas assister aux réunions. Vous, les Guinéens et autres, vous ne pouvez même pas assister. Donc vous allez partir comment? C'est ça aussi qu'il faut qu'on explique aux Maliens. Et donc, vous n'avez rien comme décision à prendre. Quand ils vont aller apprécier. Et Alassane Ouattara n'est pas bête. Hier, je vous ai expliqué les implications géopolitiques et géostratégiques. Et Alassane Ouattara et chers Maliens dirigeants, Assimi, je t'invite à lire Sun Tzu, l'art de la guerre. Peut-être que ça va te rendre un peu intelligent. Ça, c'est gratuit. Voilà, tu peux trouver la version officielle. Et si tu n'en as pas, tu m'appelles. Je vais t'envoyer ça par audio. Ça sera gratuit pour toi. Dans l'art de la guerre, il est dit que le combattant, le guerrier, quand il doit attaquer une zone, il y a 7 facteurs fondamentaux. On ne va pas toutes les citer ici, mais il tient compte du temps, il tient compte de l'environnement, mais aussi il tient compte des enjeux. Et donc Alassane Ouattara vous a poussé pour vous amener dans la zone de l'énergie de votre propre désespoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es en guerre là, il y a une autre manière de mener la guerre. Quand tu as pris une ville et que tu es en position de force, qu'est-ce que tu fais? Tu laisses au moins 2 ou 3 personnes s'échapper. C'est fait exprès. Pour que ce qu'eux vont aller dire là, eux vont aller surexploiter, surdimensionner ce qu'ils n'ont pas vu. Parce que quand tu échappes à un danger, tu vas être capable de dire le danger au-delà même de ce que tu sais. Et ce discours-là est le discours de l'énergie du désespoir que vous avez déployé. Parce que vous n'avez pas pris le temps d'analyser le terrain, d'analyser la qualité du combattant avec qui vous allez avoir à vous confronter, encore moins la qualité même de la puissance de cet adversaire. Et c'est ce qu'Alassane Ouattara vous a fait. Il vous a laissé vous-même vous prendre dans votre propre piège. D'abord, c'est vous qui avez dit que c'était des mercenaires. Le 11, vous avez dit, le 11 juillet 2022, vous avez dit que c'était des mercenaires. Le 12, Alassane Ouattara sort pour faire son premier communiqué de CNS. Ils disent qu'on les reconnaît. Ce ne sont pas des mercenaires. Et dans votre premier communiqué du 11 juillet 2022, vous vous êtes basé sur la loi de l'OUA, de la lutte contre le mercenariat. Et Alassane Ouattara, du simple fait de sortir pour reconnaître ces soldats-là, ça cassait déjà cette logique que vous voulez établir.
Après, vous allez dire qu'ils sont venus en tant que mercenaires. Mais ils ne sont pas venus à pied. Ils sont venus avec des avions. Sahélian Aviation Service. Et la Sahélian Aviation Service, le même avion dans lequel vous avez arrêté les 49, c'est ce même avion que vous avez pris pour aller à Lomé durant les premières rondes de négociations. Et Fidel Sarasolo qui a parlé là, il vous a demandé, il dit, mais vous êtes venu dans quel avion? Oui, non, dans la société de SAS. Il dit, mais comment une société qui transporte des mercenaires, vous arrêtez les mercenaires, mais vous utilisez les moyens de cette société pour venir aux négociations? Est-ce que cette société aussi n'est pas de connivence avec les mercenaires? Est-ce que vous avez été capable de donner une réponse? Devant tout le monde, vous avez reconnu que ce ne sont pas des mercenaires parce que le droit sur lequel vous voulez vous baser ne tenait plus. Mais la réalité aussi ne tenait pas. Et votre posture, vous êtes venu dans le même avion de SAS, vous vous contredisez gravement. Et tout ça, ça est dans les rapports. C'est ça aussi qu'il faut qu'on dise aux Maliens. Et donc, n'ayez pas peur d'aller devant la CEDEAO. Parce que vous n'avez même pas le droit d'y être. Et ça, c'est une règle même de la CEDEAO. Quand des dirigeants ne sont pas reconnus, parce qu'il y a deux manières de faire coup d'État dans la CEDEAO. On ne va pas rentrer dans tous ces détails, mais il y a les coups d'État brutaux et stupides que vous voyez là. Et puis, certains présidents qui s'opposent et qui essaient de se maintenir au pouvoir. La CEDEAO considère ça aussi comme ce que Laurent Gbagbo avait fait entre 2000 et 2005. Et 2005 et 2010. Il refuse de faire les élections. La CEDEAO considère ça comme un coup d'État. Et donc, une fois que tu rentres dans l'un de ces deux schémas-là, la CEDEAO t'exclut de ces réunions. Donc, dans votre communiqué, vous avez dit que vous n'allez pas, je pense bien, que vous n'irez pas devant, vous n'irez pas devant la CEDEAO, si je ne m'abuse. Non, vous n'êtes même pas invité. Et si vous partez, ce serait une perte de temps parce que vous n'êtes pas admis à la réunion. Et les décisions qui seront prises, je vous ai donné un premier exemple. Quand ils ont pris les décisions de l'embargo là, est-ce qu'ils vous ont demandé? Est-ce que vous étiez là-bas? Vous n'avez pas les qualités qu'il faut pour y être. Donc arrêtez de mentir au peuple malien. Pourtant, je vous confirme que cette réunion, non seulement Alassane Ouattara a envoyé les documents et elle a été validée, cette réunion-là, elle se fera bel et bien. Et des décisions seront prises parce que le monde entier est convaincu que nous avons les preneurs d'otages, que nous avons un régime, un État proto-djihadiste qui est en train de naître et qui veut bouleverser l'ordre mondial ou même l'ordre même du droit international. Et personne n'a intérêt à ce que le désordre devienne une règle. Et pour aller un peu plus vite, au 4e paragraphe de votre document, sinon de votre salade, des feuilles de salade, parce que pour nous, vous en produisez tellement que ça devient comme des feuilles de salade. Voici ce que vous aviez dit. Je dis bien le communiqué que vous avez fait hier, 15 septembre 2022. Voici ce que vous disiez dans ce communiqué. Et mesdames et messieurs, je vais le lire. Vous pouvez avoir aussi ça, vous pouvez avoir ça aussi sur Internet. Vous me permettez de pouvoir avoir le document. Voilà ce que vous disiez hier dans le communiqué. De même, le directeur en charge des questions africaines au ministère des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne, reçu en audience le lundi 7 août 2022 au ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale, avait clairement indiqué qu'aucune agence allemande, encore moins le gouvernement allemand, n'avait de lien, pardonnez, vous m'excusez un peu, il faut que j'ai le texte, c'est pas toujours facile. Ok. N'avait de lien contractuel avec les éléments ivoiriens arrêtés à l'aéroport. Par conséquent, son pays n'avait rien à y avoir, ni de près, ni de loin avec les personnes arrêtées.
C'est ce que votre communiqué dit au 4e paragraphe. Et donc, vous dites que, en date du 7 août, vous avez une réunion au ministère des Affaires étrangères. Mais ce que vous oubliez, c'est qu'avant votre communiqué et avant votre rencontre, le 11 juillet 2022, là vous parlez des représentants. Moi, je vous parle du ministre allemand des armées. Donc, la qualité des interlocuteurs est d'abord un grand pas. Là, vous parlez des représentants diplomatiques avec qui vous avez eu une réunion le 7 août 2022. Moi, je vous parle de ce que la ministre allemande des armées a dit le 13 juillet 2022. Donc, ça veut dire, si on prend le temps là, tout le monde sait que 13 juillet 2022, c'est après ça que vient le 7 août. Et donc, contrairement à vous qui êtes en août et qui êtes allé voir un représentant des Allemands qui vous a dit quelque chose dans votre imaginaire, moi je vous dis, voilà ce que la ministre allemande des armées a eu à dire clairement. Et avant de dire ce que j'ai à dire, souffrez que je mette le lien. Là, quand je vais lire, si je mens, comme on le dit, vous dites, éclaireur, tu es en train de mentir ici, donc il faut attendre. Donc, je mets le lien d'abord. Ça ne passe pas. Ok, je vais essayer comme ça. Voilà. Je viens de mettre le lien. Je viens de mettre le lien que tout le monde peut voir. Et donc, on va lire le lien. Et donc, mesdames et messieurs, retenez très bien. Prenez leur communiqué. Au paragraphe 4. Le communiqué 38 produit hier. Ils disent que, pour consolider le fait que les Allemands disent qu'ils ne connaissent pas les 49 qui ont été arrêtés là. Que le 7 août, eux, ils ont eu une réunion avec un représentant diplomatique de l'Allemagne qui dit qu'eux ne reconnaissent aucune association avec les Ivoiriens qui ont été arrêtés. Ils disent qu'ils ont fait ça le 7 août 2022. Or, nos gens, les 49 ont été arrêtés le 10 juillet. Quand ils ont été arrêtés le 10 juillet, les Maliens ont fait leur communiqué le 11 juillet pour nous dire qu'ils sont ceci, cela. Le 12 juillet 2022, le CNS produit son communiqué pour non seulement les reconnaître, mais demander qu'on les libère sans délai. Et juste après le 12 juillet, nous sommes le 13 juillet 2022. Je ne parle pas d'août. Regardez ce que la ministre allemande des armées nous dit. Ça veut dire la ministre de la Défense de l'Allemagne nous dit. L'Allemagne a rappelé mercredi les autorités maliennes à libérer immédiatement les 49 soldats ivoiriens arrêtés dimanche à Bamako, a indiqué la ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht. Le comportement des dirigeants maliens est un signal très problématique. Ici, malheureusement, de sérieux doutes surgissent de nouveau quant à savoir si le Mali montre un quelconque intérêt pour une coopération constructive dans le cadre de la MINUSMA. On va s'arrêter là. Le message il est plus que clair. Et elle continue pour dire, j'appelle les autorités du Mali à libérer immédiatement les soldats ivoiriens, a-t-elle ajouté. Le gouvernement de la transition du Mali a indiqué lundi soir avoir interpellé 49 militaires ivoiriens à Bamako, dont une trentaine appartenant aux forces spéciales qualifiées de mercenaires, telles que définies par la Convention de l'OUA sur l'élimination du mercenariat en Afrique. Donc, quand vous parlez de 7 août, là, pour entrer dans vos imaginations, pour produire un communiqué le 15 septembre, vous êtes en train de vous mentir à vous-même. Mais les faits qui sont là, moi, c'est pas moi, j'ai inventé le 11 où vous avez fait votre déclaration. C'est pas moi, j'ai inventé le 12 juillet où le gouvernement ivoirien a fait sa première déclaration. Et c'est pas moi, j'ai inventé le 13 juillet 2022 cette déclaration du ministre allemand qui est en termes d'autorité plus efficace que la soi-disant personne que vous avez rencontrée, si c'est la vérité, alors que c'est du faux. Et donc, quand la ministre des armées allemandes vient vous dire clairement de libérer les soldats américains et ivoiriens, est-ce que ça veut dire que ce que vous avez dans votre communiqué, ce n'est pas un mensonge? Dire qu'ils ne sont pas au courant, c'est faux. C'est faux. Et c'est ce que je viens de prouver. Et pour continuer plus loin,
Si vous regardez bien la chronologie des dates, l'Allemagne a été le seul pays au monde qui s'est prononcé sur le cas du problème ivoirien. La France ne s'est pas prononcée. Il n'y a aucun autre pays qui s'est prononcé. C'est seulement ceux qui m'entendent, si vous m'entendez sur YouTube, sur Facebook, mettez les cœurs. Si vous m'entendez sur Facebook, chers élèves de la classe, ne vous donnez pas l'argument de dire on était en train d'écouter, s'il vous plaît. Si vous êtes là, faites ce que vous pouvez faire. Et donc, les Allemands, dites-vous très bien pourquoi ils ont été les seuls à dire, à sortir pour faire une déclaration et dire de libérer les gens. Pourquoi les Français n'ont pas parlé? Les Américains n'ont pas parlé. Tous ceux qui sont dans la MINUSMA n'ont pas parlé. C'est les Allemands seuls qui sont venus parler. J'ai mis le lien, venez me dire que c'est faux. C'est parce qu'ils reconnaissent ces soldats. Et comment ces soldats sont arrivés, j'ai déjà expliqué ça peut-être il y a 1 ou 2 semaines. C'est un général allemand qui est ici à Washington, qui a rencontré le général Adjumani qui est attaché militaire à Washington, et puis ils ont ficelé le dossier, et ils ont dit, comme les Danois ne répondaient plus à leurs besoins, on a déjà expliqué ça ici largement, c'est pourquoi les Ivoiriens sont partis là-bas, et depuis 2019, c'est pourquoi j'ai dit en haut que vous ne connaissez même pas, vous êtes déconnectés de la réalité. Et donc quand on prend des bouffons qui utilisent la force pour venir au pouvoir, mais qui n'ont pas d'intelligence, on les attrape. Et donc, ils ont attendu. Ils ont regardé d'abord la posture, ce que le gouvernement malien a dit le 11 juillet. Là. Ils ont regardé. Ils ont attendu de voir le comportement qu'a adopté l'État ivoirien. Est-ce qu'ils allaient les reconnaître ou ne pas les reconnaître? Et quand les Ivoiriens ont fini de parler le 12, allez voir que le seul pays au monde, après le Mali, la Côte d'Ivoire, qui a dit clairement une position, c'est l'Allemagne seule. Mais quand l'Allemagne a parlé là, ce que je viens de dire là, c'est en faveur de qui? Toi, tu peux parler comme ça si tu ne connais pas, si tu n'as pas de lien avec ces personnes-là. Elle n'a pas dit autre chose. Elle dit les 49 qui ont été arrêtés le 10. Et que si c'est sur la base, dans le document que je viens de lire, si c'est sur la base de l'élimination du mercenariat en Afrique, en fonction de la convention de la loi de l'OIA, elle dit, la Côte d'Ivoire les reconnaît, donc ils ne sont plus des mercenaires. Et donc aujourd'hui, Alassane est l'homme le plus heureux. Parce que lorsqu'il prend l'OIA, c'est la même chose que l'UA. Lorsqu'il prend aujourd'hui Macky Sall pour aller vous parler, est-ce que Macky Sall, en tant que le président de l'OIA, est ignorant de la convention de l'OIA sur l'élimination du mercenariat? Est-ce que les autres présidents ne connaissent pas cette loi? Ou ils n'ont pas de juristes dans leur pays? Contrairement à ce que la junte de djihadistes qui est à Koulouba voulait faire croire. Tu penses que les gens n'ont pas, l'OIA même n'a pas de cadre juridique, les lois qu'elle s'est données elle-même, elle ne va pas les étudier, ou même elle va les violer parce que c'est Alassane Ouattara qui en veut faire plaisir. Non, soyons un peu plus sérieux. Soyons un peu plus sérieux. Ils ne vont pas engager une médiation si c'est pour aller se fourvoyer. Et donc, ils savent très bien de quoi il est question. Et c'est sur ce terrain-là qu'Alassane Ouattara a gagné, parce qu'il a montré vos limites à tous les niveaux. Diplomatiquement parlant, juridiquement parlant, internationalement parlant, historiquement parlant, humainement parlant. Et là, vous n'êtes tenu que dans vos propres contradictions. Et pendant le temps que vous êtes en train de vous distraire, de vous masturber avec vos communiqués à la con, regardez la puissance d'Alassane Ouattara. Hier, 15 septembre 2022, pendant que vous êtes en train de vous distraire, regardez ce qu'Alassane Ouattara fait autour de vous. Regardez comment il a encerclé le Mali. Écoutez très bien ce que je vais mettre. Un émissaire du président tchadien au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Son nom, Adoum Younous-Mi. Il est ministre d'État de la République du Tchad. Reçu par le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, l'émissaire du président tchadien dit avoir saisi l'occasion pour échanger avec le chef de l'État ivoirien en vue d'obtenir ses conseils sur le dialogue national inclusif et souverain en cours au Tchad. Je suis porteur d'un message du président du Conseil militaire de transition à son aîné, le président Alassane Ouattara. Et Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire est un ami du Tchad et de son président, le maréchal qui est décédé. Et
c'est un homme d'une grande expérience, donc nous venons régulièrement prendre conseil, ses sages orientations. Et donc c'est dans ces cadres que nous sommes venus et nous souhaitons que la Côte d'Ivoire nous accompagne comme l'a toujours fait le président également. Et nous sommes également venus pour informer le président du déroulement en cours d'un dialogue national inclusif souverain. Et pour que ce dialogue ait lieu, nous avons donc travaillé pendant une dizaine de mois. Nous avons invité les politico-militaires à Doha. Donc l'accord de Doha a été signé pour permettre à ces gens de venir. Et donc nous sommes venus entretenir le président de tout ce qui se passe, du déroulé de ces conférences et de ces dialogues, pour repartir avec les sages conseils du président. Selon l'émissaire du président de la République du Tchad, les deux chefs d'État se concertent régulièrement sur les questions d'intérêt commun au regard de l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et le Tchad. Et donc, mesdames et messieurs, à travers ce que vous venez d'écouter, vous venez non seulement de voir quelque chose, mais stratégiquement parlant, la Côte d'Ivoire va au-delà du Mali aujourd'hui. Ça veut dire aujourd'hui, avec les excellentes relations que la Côte d'Ivoire a avec le Tchad et avec la puissance et l'intelligence d'Alassane Ouattara, si aujourd'hui il y a une guerre armée entre la Côte d'Ivoire et le Mali, ce que nous ne souhaitons pas, le Tchad ne sera pas un État qui va être favorable au Mali. Non seulement pour respecter le droit international, mais pour respecter ses propres intérêts et pour respecter aussi le bénéfice qu'Alassane Ouattara peut leur accorder. On ne va pas rentrer trop dans ça. Et donc, ce n'est pas sur Alassane Ouattara qui va être un déstabilisateur. Si Alassane Ouattara, au-delà, il saute même le Mali pour aller être un faiseur de paix au Tchad, ce n'est pas à côté de lui va créer la guerre. Alassane Ouattara ne peut pas être quelqu'un qui est en train de dire je suis en train de construire des routes, je suis en train de faire des écoles, des universités, et puis chercher que la guerre puisse se trouver à côté de lui. Même un homme intelligent là ne peut pas faire ça. Et pardon, un homme bête ne peut pas faire ça. S'il devait faire la guerre à un État, il allait peut-être faire ça loin de lui, comme ce que les Américains font. Et donc tout ce que les gens vous racontent, c'est totalement faux. Alassane même n'a pas intérêt aujourd'hui à faire la guerre, parce que c'est une humiliation pour lui-même, mais en même temps, le bien qu'il a fait là, la guerre là, la destruction aussi du matériel infrastructurel fait partie de la guerre. Et ça, Alassane Ouattara n'est pas un dirigeant qui a une queue de margouilla, ce qu'il construit, il gâte ça avec sa queue. Il n'est pas comme ça.